En fait, c'est comme Elon Musk. Elon Musk, il a dit clairement il y a 10 ans, je veux aller sur Mars. Par contre, il va définir des objectifs intermédiaires pour motiver son équipe. Ils vont se faire une fusée qui décolle et qui atterrit toute seule et qui est réutilisable. Maintenant, on va aller jusqu'à la station spatiale. Et il motive son équipe comme ça. Et tu dois être clair sur ton objectif final. Et par contre, tu donnes des objectifs intermédiaires. Et c'est ça que tu motives ton équipe. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Huvelin et bienvenue dans le déclic du Lean. Ce podcast s'adresse à tous ceux et celles qui travaillent dans une usine. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Lean. Inventée par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Ici, on va partir à la rencontre des usines françaises qui pratiquent le Lean. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure mais que vous avez beaucoup d'appréhension, ici on va vous partager des cas concrets d'application de Lean dans l'industrie, des réalités terrain vécues par des hommes et des femmes qui ont tous le même objectif, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le déclic du Lean. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Déclic du Lean. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud. Merci beaucoup de nous rejoindre. Tu vas te présenter, tu vas nous expliquer ce que tu fais dans la vie et pourquoi est-ce qu'on t'a invité ici. Tu as déjà écouté les podcasts avant, tu m'as dit, donc du coup tu sais la question que je vais te poser. Comment ça va Guillaume ? Comment ça va vraiment ? Merci Arnaud, oui, j'ai écouté les podcasts, donc cette question je m'y attendais, oui, donc le comment ça va, et le mot important c'est le vraiment en fait, et ça va bien. Par contre ça va bien parce que je me suis défini des objectifs à court terme et long terme, et ça permet de me dire que je suis bien actuellement, voilà, et donc tu verras pendant tout le long, j'espère dans l'interview on parlera énormément des objectifs. Des objectifs, tu te définis des objectifs dans ta vie perso aussi ou que dans ta vie pro ? Je me définis dans la vie perso et ma vie pro. Ok, d'accord. Voilà. Comme ça, tu te dis, est-ce que du coup ça va, ou est-ce que j'ai un coup de mou, ou est-ce que... Tout à fait. Comme ça me permet de savoir si je suis ma situation est sous contrôle ou pas, et d'apprécier les moments et les victoires. Ok, apprécier les victoires, c'est un sujet intéressant. C'est vrai qu'on en parle peu dans l'industrie. Qu'est-ce que raconte-nous ce que tu fais, Guillaume, dans la vie. Alors, je vais expliquer mon parcours. Moi, j'ai un profil plutôt hybride, très agile. J'ai une formation manager, technique, industrielle et financière. J'ai commencé en production. C'est pour moi une des meilleures écoles, donc dans l'industrie. Et ensuite, j'ai alterné beaucoup de postes Lean, manager Lean, manager continu, et puis de responsable de production, manager de production et directeur de production sur des périmètres assez différents et dans différentes entreprises. C'est-à-dire que j'ai pu travailler dans des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, comme dans l'aéronautique, par exemple, Ouais. On fabriquait les réservoirs Larga pour avions de chasse. J'ai travaillé aussi dans des process continus, de fabrication de revêtements de sol, puis dans un grand équipementier automobile, et ensuite dans une marque célèbre textile qui fabrique des vêtements pour enfants, qui se reconnaîtra bien, et aussi pour un grand groupe de luxe très récemment. Et maintenant, je suis à un poste donc de directeur amélioration continue et excellence opérationnelle pour un périmètre Europe et Amérique dans une marque de cosmétiques. Et le point commun de toutes ces entreprises et de mon parcours, c'est que c'est des entreprises françaises et qui étaient tournées vers l'amélioration continue. Ok, à chaque fois, c'était un coup de chance, ou toi tu cherchais des entreprises qui étaient tournées vers ça ? Non, c'était pas un coup de chance. C'était vraiment, je souhaitais être dans l'entreprise et dans le contexte qui favorisait l'expression de l'atteinte de mes objectifs personnels. C'est intéressant. J'ai discuté avant-hier sur LinkedIn avec une jeune femme qui a un peu d'expérience et qui cherche du coup une nouvelle mission, responsable d'amélioration continue. Et elle me disait, du coup là, je passe des entretiens parce qu'on lui proposait de publier son CV sur notre page LinkedIn, ce qu'on commence à faire, à publier des CV de responsables d'amélioration continue. D'ailleurs, si jamais vous cherchez du travail dans l'amélioration continue, envoyez-nous votre CV, on le publiera avec grand plaisir à tous nos clients, à tout notre réseau. Et elle me dit, en fait, là, je cherche une entreprise qui est dans une démarche d'amélioration continue. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, c'est dommage parce que tout le monde en a besoin, quoi. Et en fait, ce que elle voulait me dire, je pense, c'était que moi, je veux faire du lean, mais si jamais les patrons sont pas prêts à faire du lean, ça sert à rien. Et toi, comment tu détectais que ils étaient prêts à faire du lean ? Parce que j'imagine que
tu mets un poste de responsable d'amélioration continue, mais ça veut pas forcément dire que tu es prêt à faire de l'amélioration continue. Non. En fait, c'est souvent lors des entretiens. Donc déjà, tu rencontres des hommes et dans le Lean, ce qui te façonne, c'est vraiment la rencontre de différentes personnes. Et quand moi, ce qui me sert beaucoup, c'est d'écouter les interviews du PDG du groupe. Parce que tu sais que dans une démarche Lean, si ça vient pas du haut, ce que je comprends après une vingtaine d'années dans le Lean, c'est que ça ne fonctionnera pas. Et tu le vois dans le discours. Déjà, ton mot faire du Lean, pour moi, ça serait quasi rédhibitoire d'entretien. Le faire de Lean, pour moi, c'est pas quelque chose en plus de Lean, c'est une façon de travailler. Et donc, suivant en fait ton degré d'expérience et autres, si t'es un jeune diplômé, il y a pas de souci, faire du Lean, ça passe. Mais après, au bout d'un moment, quand ça fait une vingtaine d'années qu'on te dit ça, ça veut dire oula, on est dans une démarche peut-être d'amélioration qui n'est pas encore assez structurée, où je m'éclaterai pas dedans, parce qu'il y a des gens qui adorent redémarrer de zéro, il y a des gens qui adorent démarrer dans une entreprise qui est plutôt déjà mature dans ce système-là. Après, il faut que ça te corresponde à ton besoin. Voilà. Après, moi, ce que je conseillerais une jeune diplômée ou autre, c'est de rentrer dans une entreprise où tu as déjà un cadre, parce que tu vas pouvoir t'éclater, tu vas pouvoir être formé et rencontrer des gens qui puissent te faire évoluer. Voilà, c'est ce que je lui conseillerais. Après, à toi, avec ton expérience, suivant tes aspirations, et si tu te sens une arme de guerrier, ou je sais pas, de démarrer une entreprise qui a complètement pas de démarche en ligne, et à toi de convaincre les gens d'y aller, quoi. Donc toi, mais du c'est coup, plus dur. T'as toujours rejoint des entreprises où le Lean était déjà ancré, ou du moins c'était déjà quelque chose sur lequel on voulait aller, Oui. ou alors c'était déjà arrivé de tomber sur des managers ou des équipes où tu partais de zéro. Ça m'est déjà arrivé, mais j'ai dit non à ces entreprises. C'était un choix. C'était un choix par rapport à ce que j'ai vu. Ouais. Et je conseillerais ce choix à des personnes qui commencent. Après, ne vous focalisez pas sur un grand groupe ou une petite PME. Vous avez du bon et du moins bon dans chaque type d'entreprise. Dans un grand groupe, vous allez rentrer souvent dans un cadre. Après, dans un petit groupe, vous allez pouvoir prendre aussi rapidement des responsabilités et rapidement pouvoir tester des choses et vous exprimer. Tu m'as dit, moi j'entends quelqu'un qui dit faire du Lean c'est rédhibitoire. J'aime bien quand on m'attaque un peu. Du coup, qu'est-ce que c'est faire du Lean, si jamais j'exagère un peu pour toi alors? C'est quoi le Lean dans une usine, je parle? En fait, en premier lieu, moi déjà, c'est des développements des équipes en fait. Mine de rien, quand vous êtes manager Lean, vous êtes patron d'une boîte ou directeur d'usine, tout votre poste, vous avez une responsabilité. Et vous avez une responsabilité dans l'attractivité industrielle. C'est-à-dire que votre entreprise, elle doit être attractive auprès de jeunes diplômés ou auprès de talents que vous allez recruter, qui ont peut-être une dizaine, quinzaine d'expérience. Vous devez être attractif peut-être comme déclic aussi, parce que quand vous avez une entreprise, une start-up comme vous, il faut pouvoir faire des POC dans une entreprise structurée. Vous avez aussi une responsabilité sur la transmission du savoir-faire. Moi, j'ai fait des entreprises et quand je vois le savoir-faire très particulier qu'il y a dans chacune entreprise, quand vous faites du Lean, vous devez être capable de prendre ce savoir-faire, le capitaliser, l'améliorer, le transmettre. Et après aussi, dans chaque entreprise que j'ai fait, parce que je travaille un peu partout en France, vous avez une responsabilité sociétale en fait. Parce que vous êtes dans un territoire, et ce territoire, il vit souvent grâce à cette entreprise-là. Donc, si vous développez pas votre entreprise ou si vous la rendez pas agile par rapport au contexte, que si vous regardez toutes les entreprises que j'ai fait, ça vit dans un contexte international, vous pouvez mettre en péril cet équilibre territorial. Donc c'est ça, en fait, au début, pour une démarche de Lean, c'est être conscient aussi de sa responsabilité. Dans un deuxième temps, le Lean, je vais pas rester sur des explications très classiques, c'est entendre. Ok, parce qu'en fait, dans chaque entreprise que j'ai pu faire, ou ce que je vois, c'est entendre, connaître l'entreprise, connaître l'autre avec qui vous avez discuté. Et t'as pas utilisé le mot est important. T'as pas utilisé écouter. T'as utilisé entendre. Oui. Et la différence, elle est significative. Entendre l'autre, c'est ça? C'est ça, parce qu'en fait, en entendant les autres, parce que quand vous parlez, vous entendez pas l'autre. Vous l'écoutez en fait. Donc il faut passer beaucoup de temps à entendre, 20% de son temps à l'entendre, 80% de son temps à l'entendre et 20% à lui poser des questions ou à lui faire des conclusions. Et en fait, en l'entendant, vous allez pouvoir comprendre ses besoins et analyser ses besoins. Et le but du Lean, c'est de mettre en place une stratégie qui va répondre à ses besoins, répondre aux besoins de ses clients. Et si vous l'entendez pas, vous allez rentrer dans le Lean par les outils. Et ça, pour moi, c'est rédhibitoire aussi. Parce que c'est facile en fait. Vous êtes dans votre zone de confort, vous avez déjà appliqué des outils que vous connaissez, vous les mettez en place, et puis vous vous rendez compte que ça marche pas, vous avez focalisé l'énergie de votre entreprise. Donc déjà, passez du temps à entendre.
Voilà, c'est ça pour moi le lean. Ça me fait penser à un podcast qui est pas sorti du coup, que j'ai tourné il y a quelques jours et qui sortira après, mais où justement la personne nous parle d'un super outil qu'elle avait trouvé et elle a voulu l'amener, sauf qu'en fait les gens étaient pas prêts à utiliser cet outil, et donc l'outil il avait beau être aussi génial qu'il voulait, ça servait à rien parce que les gens disaient mais non, mais nous on n'a pas envie de cet outil, on sait pas l'utiliser, on n'a pas envie de l'utiliser, donc ça sert à rien quoi. T'as beau avoir les meilleurs outils du monde, j'imagine que, d'ailleurs, en parlant de meilleurs outils, t'as quand même un petit bagage d'outils, je pense, Ah oui, dans ton sac à dos. ah oui, j'ai même plusieurs trousses à Euh, outils, mais et moi, surtout, ce qui m'intéresse, t'as aussi, je pense, un bagage de réussite, mais de raté. Est-ce que, du coup, t'as un exemple, tu vois, de très pratique, on parle d'outils, arrivés par les outils, de fois où, justement, t'as fait cette erreur-là, toi, peut-être, en l'expérimentant, ou t'as eu ou pas? oui, j'ai fait énormément d'erreurs. D'ailleurs, il y a une des citations qui est employée souvent en gros sur le net, c'est on apprend beaucoup plus de ses erreurs. Mais je la vois beaucoup, mais j'en vois très peu qui en tiennent compte. Euh, non, mais parce qu'en fait, il faut se faire un bilan sur soi, en fait, et un bilan de ses projets pour vraiment apprendre de ce qui a marché et pas marché. Moi, une de mes plus grosses erreurs, hein, on va dire, là où j'ai appris, c'est quand j'ai commencé en ligne, en fait, et où on m'a fait confiance, et puis ben, j'ai regardé, j'ai lu des livres, j'ai lu des livres sans forcément les comprendre, et je suis rentré par les outils. Voilà, et j'ai dit, ben non, il faut faire comme ça. Ok, et t'as un Mais exemple concret de ah ça? ouais, un exemple concret où quand j'ai commencé à travailler dans l'aéronautique, où ben, j'ai commencé à mettre une VSM, donc on Ok. prend beaucoup de monde, parce que j'ai vu qu'il VSM pour Value Stream ah ouais, Mapping, c'est pardon, ça? et Value Stream Mapping, donc c'est une cartographie des flux où j'ai pris des personnes, on a fait le Gemba Walk, c'est-à-dire que tu marches donc dans l'entreprise et tu Ouais. refais tes flux physiques, où tu crées ce qu'on appelle un spaghetti diagramme parce que ça ressemble à des spaghettis sur le plan de l'usine. Hein. Et puis après, qu'est-ce que t'en fais de tout ça en fait? Voilà, Hmm. et tu prends beaucoup de temps, beaucoup d'énergie des autres, et Pour faire quelque chose ça, qui sert à rien. mais ça sert à rien parce qu'en fait, j'avais pas défini d'objectif. J'ai fait du lean. J'adore. J'ai fait du lean. Bah non, en fait, c'est pas ça. Voilà. Ça c'est un exemple que je trouve très important. Il s'applique pas qu'aux usines, il s'applique pas qu'aux lignes, mais il est quand même ultra pratique. C'est finalement, si je reprends ton histoire, c'est j'ai fait la VSM parce qu'il fallait faire la VSM Voilà. et pas parce que je me suis demandé à quoi pourrait me servir cette VSM. Et finalement, j'arrive avec un super état des lieux, une super value stream mapping, mais je ne sais pas quoi en faire parce que je me suis pas posé la question avant, j'ai pas validé avant, que ce soit au niveau managérial ou avec les opérateurs, de ce à quoi ça allait pouvoir nous servir. Moi, C'est j'ai plein ça. d'idées pour les VSM, mais C'est ça, tout à fait. ok. Et donc du coup, ça c'était les erreurs du début, c'était mettre en place des chantiers, des outils pour les mettre en place et non C'est pas ça. pour qu'ils aient un but. Après, je me suis formé sur l'outil. Mais par contre, voilà, ça n'a pas abouti. Voilà. Donc voilà, c'est déjà, et puis que j'avais pas écouté non plus. C'est-à-dire que vous êtes Ah, jeune intéressant ça. ingé, vous êtes un jeune ingé, et puis vous pensez, voilà, vous essayez de donner la bonne parole, quoi. Et en fait, je repense à ton explication, à ton expression de tout à l'heure, ta personne qui a tourné le podcast. C'est pas parce que les gens étaient pas prêts pour moi. C'est parce que son message n'était pas entendable. Oui, oui, en plus t'as raison. Voilà. Oui, oui. Et que c'est un peu comme quand tu es en cours, en fait. Quand tu as un prof qui te donne des cours, c'est pas forcément, et que tu n'écoutes pas, c'est pas forcément parce que le prof, enfin, pas c'est pas que t'as pas envie d'écouter, mais c'est parce que ton prof te met pas à ton niveau ou te donne pas un message qui est entendable. Et si tu fais ton Hmm. point sur ta scolarité, les meilleurs profs que tu as eu, c'est des gens qui arrivaient à te donner un message que tu arrives à écouter. Et pour moi, ce que j'ai appris aussi, c'est quand je fais des chantiers ou quand je suis avec des techniciens logistiques ou autres et qui m'écoutent pas, bah, c'est parce qu'en fait, j'ai pas donné le bon message, Au bon moment. voilà, et au bon moment, et que je me suis pas adapté à leur situation et à leurs problématiques. Voilà. Ça revient beaucoup ça dans les podcasts avec les gens qu'on interviewe, c'est ce côté de se mettre à la place de l'autre, quoi, d'essayer d'enlever son col blanc et Bah, c'est d'enfiler un clair. col bleu, quoi. C'est ça. En fait, j'adore la citation de Don Jones, c'est lean thinking as legs. Et là, tu vois vraiment Mhm. le lien entre le corps et l'esprit, en fait. C'est prends tes jambes et va écouter les personnes, quoi. Va sur le terrain, mais pas forcément le terrain, que les machines, en fait. Par exemple, quand tu vas dans un bureau logistique, que tu vois qu'il y a plein de gens qui bossent, une trentaine de personnes qui bossent, et que tu vois qu'il y a aucun indicateur dans le tableau, sur les tableaux, ben, en fait, tu te demandes comment le manager il pilote là-dedans.
parce que tu vois rien de ce qui se passe, tout est dans les PC. Et moi, ce que j'adore, c'est se dire, on arrive à ressortir ce qui est dans les PC. Et là, c'est vraiment du lean et on arrive à mettre sous ce contrôle la partie supply ou logistique, quoi. Et de la même façon, quand tu arrives sur des machines où tu écoutes les personnes et ces personnes-là, elles vont te parler de leurs problèmes facilement. Voilà. C'est un sujet. Moi, t'as dit quelque chose et que je t'avoue, on voit beaucoup. Un responsable de production, j'ai l'impression que par définition, il est sous l'eau. Oui. Par définition, je te dirais même que c'est un hamster dans une cage. Ouais, il est pris entre les commandes, la logistique, la maintenance, et c'est lui qui fait tourner. Pardon, c'est lui qui est responsable de faire tourner le cœur de l'usine, ce qui fait gagner de l'argent à tout le monde. Et j'ai l'impression que il a jamais le temps et que, alors du coup c'est une question que je me pose, est-ce que c'est à lui de faire du lean? Je vais arrêter de dire ça parce que du coup est-ce que c'est à lui de mettre en place et de piloter cette démarche d'amélioration continue ou pas? Je te dirais un grand oui. Okay. Je te dirais un grand oui. J'ai été manager de production là pendant plus de 10 ans. J'ai été ce manager là qui tourne dans une cage, toi, qui tu t'es était retrouvé sous dans l'eau. une situation où tu complètement sous l'eau. Concrètement, ça donne quoi? Tu vois, genre peut-être si tu peux nous donner des exemples concrets, parce que il y a des gens qui nous écoutent là, ils sont dans cette situation où ils ont l'impression qu'ils en sortent jamais. Comment ça se matérialisait, toi? C'était quoi tes horaires? C'était quoi tes problèmes? Tu vois, j'ai fait des 7h, 22h parce que j'ai essayé de faire tourner la boutique, mais tu peux pas tout traiter toi-même. En fait, ce qui est symptomatique, c'est même ton brief du matin, le fameux top 5 ou les minutes, voilà. Et arrêtez de parler de la veille. C'est tout, ça s'est passé. C'est comme si vous écoutiez BFM TV, en fait, c'est hyper anxiogène parce que vous pouvez rien faire, vous avez aucun levier. Donc arrêtez. Et c'est tout, ça s'est passé. Moi, ce que je conseillerais, c'est ce que j'essaie de faire dans toutes les entreprises, parce que je l'ai appris, c'est déjà, le lean, c'est à vous de l'apporter. Donc, c'est même à vous de former en tant que patron de prod vos chefs d'équipe, vos opérateurs ou autres fonctions au lean. C'est vous qui portez le message, que quand vous allez porter le message, ça vous comprend. Et moi, ce que je conseillerais, c'est déjà, quelle est ta réelle victoire, en fait? Je fais beaucoup de parallèles au sport, mais moi, quand je rentre maintenant sur un cours de tennis, c'est pas, je veux pas gagner le match, en fait. C'est, ma réelle victoire, c'est tu feras pas plus de 4 doubles fautes. Et en fait, tu te sens satisfait. Et c'est pareil dans ton matin, quand tu des objectifs que tu sais que tu peux atteindre et que ton équipe peut atteindre. C'est ça. Tu leur fixes des objectifs le matin que tu peux atteindre, mais surtout, c'est ma réelle victoire. C'est pas de se dire on fera le fameux indicateur, c'est par exemple le nombre de pièces par personne ou le taux de rendement synthétique, c'est-à-dire la capacité utilisée, mais se dire aujourd'hui les gars, on va préparer le chantier, enfin pas le chantier, mais le changement d'outil de telle manière avec telle personne, et si on l'a fait de telle manière, peut-être que ça va porter. Et notre réelle victoire, c'est pas d'avoir le résultat à la fin, mais se dire aujourd'hui on aura réussi ça, quoi. Et voilà. Juste pour revenir, comment tu t'es rendu compte que tu étais sous l'eau? Ça a été quoi ton déclic? Mon déclic, c'est quand tu vois que tu n'as plus des équipes engagées. Tu le vois dans le visage des personnes. Tu commences à faire dans les yeux, en fait, quand tu commences à dire des comment ça va le matin et que tu n'as plus les sourires. Là que tu te rends compte que tu n'arrives plus à avoir t'as plus la main sur ton équipe parce que tu les mets sous l'eau et que tu leur donnes pas des objectifs ambitieux et que eux aussi sont dans le même train que toi, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de pallier au problème. C'est des pompiers, en fait. Et alors, il y en a qui se satisfait d'être pompiers. Par contre, c'est pas ça qui fait avancer ton entreprise. Et puis tu commences à faire des horaires à rallonge, tu prends plus de temps pour toi et ni pour ta famille. C'est plus bon, quoi. Et t'es plus au contact du terrain parce que tu enchaînes de réunion en réunion, tu essaies de créer. Et alors là, le pire de truc, c'est que tu commences à te dire, je vais faire des cellules de crise. Alors là, c'est là quand tu commences à te dire, j'ai trop de réunions, je fais des cellules de crise, ou alors que tu te dis pendant ton brief du matin, on en reparle après parce que tu n'arrives pas à traiter tes problèmes. Alors là, t'es sûr que t'es mort. En fait, voilà. Et donc sors ton là, sors ton équipe de là, passe du temps avec eux, fais des briefs courts, et tu te dis voilà, notre réelle victoire aujourd'hui, c'est ça les gars. Et point. Et arrête de te focaliser sur tes objectifs de ce qu'on appelle le TRS ou le nombre de pièces par minute, et tu bâtis sur ces réelles victoires. Et tu engranges du vert tous les matins. Par contre, si tu veux tirer tes équipes du saut vers le haut, il faut que tu les pilotes dans le rouge aussi, tes équipes. C'est-à-dire que tu leur donnais des objectifs ambitieux. En fait, c'est comme Elon Musk. Elon Musk, il a dit clairement il y a 10 ans, je veux aller sur Mars. Par contre, il va définir des objectifs intermédiaires pour motiver son équipe. On va se faire une fusée qui décolle et qui atterrit toute seule et qui est réutilisable. Maintenant, on va aller jusqu'à la station spatiale. Et il motive son équipe comme ça. Et tu dois être clair sur ton objectif final. Et par contre, tu donnes des objectifs intermédiaires. Et c'est ça que tu motives ton équipe.
Ok, donc se donner des objectifs intermédiaires, moins ambitieux que ce qu'on aurait pu se donner avant, justement pour driver et motiver et à faire avancer l'équipe. Mais alors, c'est bien, moi j'adore. Tu sais, quand tu regardes un sportif de haut niveau ou un chanteur, tu te dis, ah, ça a l'air facile. Mais tu comprends pas vraiment comment il y arrive. Qu'est-ce que tu as dû abandonner ou qu'est-ce qui a été le plus dur, tu vois, le plus douloureux pour toi sur lequel tu t'es vraiment fait violence, tu vois, et qui t'a aidé à faire ça. Alors, ce qui m'a aidé vraiment, violent, c'est sors de tes objectifs KPI classiques. Ok. Ce que je te disais, et mets-toi sur le process. J'adore une pub, c'est pas Versailles Arthur ici. Tu la connais, je pense. C'est le gamin Euh, pendant 20 ans qui laisse ses lumières allumées. ah oui. Voilà. Et en fait, ce que tu comprends dans cette pub, c'est que si tu veux faire baisser ta facture d'électricité, c'est pas en disant à Arthur tous les jours, parce que en plus mon fils s'appelle Arthur sur l'anecdote, et il laisse ses lumières allumées tout le matin. Eh ben Arthur, en fait, je dis pas ça coûte cher ou éteins la lumière. C'est je fais mon tour de terrain et je mets sous contrôle que Arthur est bien éteint la lumière et j'essaie de comprendre pourquoi il éteint pas les lumières. Et c'est cette routine que je m'impose parce que ce que j'ai compris, ce qui payait, c'est ton process, c'est ce que tu mets sous contrôle tous les jours. Et c'est ça qui va apporter ton résultat. Hmm. Et c'est pas de se dire je regarde l'objectif final tous les jours. Oui, il va payer à la fin parce que tu as mis sous contrôle tout ça. Donc j'ai arrêté de me focaliser, de parler de la veille et de. Par contre, je passe beaucoup de temps sur je mets sous contrôle mes process et sur le nombre de lumières que a laissé Arthur allumer tous les matins avant de partir à l'école. Donc au début, il m'en laissait 6, après il m'en laissait 3, il m'en laissait 2, il m'en laissait une, mais j'ai compris après pourquoi. Voilà. Et du coup, pourquoi? Mais pourquoi mais pourquoi Arthur? Parce qu'en fait, il comprenait pas pourquoi il fallait pas les éteindre. Il comprenait pas l'enjeu en fait, parce que pour moi ça me coûtait. Donc je lui ai dit combien ça coûtait aussi tous les jours. Et puis je lui ai donné le matin. En fait, tu dois faire ça, ça, ça dans l'ordre en fait, Arthur. Tu dois préparer ton cartable et quand tu sors, tu éteins ton oreille. Et il est rentré en cette routine en fait. Sauf que Ok. il était pas concentré. Et ce que tu viens de dire avant là, le parallèle, je le trouve intéressant. T'as dit, tu dois, en fait, avant, je pilotais mes indicateurs, c'est-à-dire que j'étais focalisé sur l'objectif et je laissais mes opérateurs tout seuls avec le comment. C'est ça. Je les laissais tout seuls en fait et je leur disais, ben voilà, écoutez, vous êtes grands, débrouillez-vous, vous êtes autonomes. Ce qui est rigolo, tu vois, c'est que ça part d'un bon sentiment en fait. Tu dis à tes opérateurs et à tes opératrices, tu dis au terrain, je vous fais confiance. Oui. L'objectif, c'est d'augmenter, c'est qu'on passe de 60% de TRS à 70%, c'est qu'on passe de 10 tonnes à 20 tonnes, j'en sais rien. Je vous fais confiance pour augmenter ça. Le problème, c'est que tu les laisses démunis, C'est sans ça. outils, dans une routine, comme tu le dis, c'est intéressant ce que tu dis avec Arthur, dans une routine qu'ils ont toujours fait et qu'ils font depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et là, tu leur demandes de changer tout ça du jour au lendemain, sachant que c'est très compliqué, il faut se mettre à leur place. Ils n'ont pas, eux, autorité comme toi tu peux avoir, de prendre des décisions et de faire respecter ces changements. Et donc, en fait, tu les laisses juste à une mission que c'est pas qu'ils ont pas les moyens intellectuels de le faire, c'est qu'ils ont pas les moyens managériaux et ils ont pas les outils qu'on leur a donnés pour mettre ça en place. Et c'est là où du coup ça en devient criminel et tu te rends compte qu'après, c'est qu'en fait tu t'as demandé à quelqu'un qui avait jamais escaladé une montagne, qui avait jamais appris à escalader une montagne, de faire le Mont Blanc quoi. Et donc Tout à fait. forcément c'est compliqué quoi. Et donc du coup c'est là où toi tu t'es dit ok, il se passe rien parce qu'en fait, je demande aux gens un résultat et moi, je m'implique pas pour que ce résultat, il ait vraiment lieu. Tout à fait. En fait, plus tu pratiques le lean, plus tu deviens humble en fait. Mhm. Euh, Moi maintenant, quand je fais un chantier, que je vais voir des personnes sur le terrain, opérateurs, je leur dis toujours, moi je connais rien. Je connais rien à votre métier, ok. Par contre, je connais des méthodes d'amélioration. Je peux entendre votre besoin et j'ai la légitimité et le pouvoir de pouvoir faire changer les choses en tant que patron de prod ou en tant que patron de l'amélioration continue. Et je fais vraiment avec eux en fait, parce que ce qu'il faut savoir dans une entreprise, un directeur d'usine, il connaît 5% des problèmes. Un patron de prod, il va en connaître 10 et les opérateurs, ils en connaissent 80% à Mhm. 90%. Donc écoutez-les, arrêtez de faire à leur place. Et par contre, il faut les aider à se structurer, c'est ce que tu viens de dire, à se structurer via des méthodes et surtout donner du rythme en tant que patron, la vitesse que tu veux avoir ton amélioration et
à les aider à utiliser les bons outils. Et puis tu vas les embarquer et tu vas avoir des résultats. Et puis si t'as pas des résultats, c'est pas grave en fait. Tu auras testé des choses et tu t'auras rendu compte que ce que tu as testé ça marche pas. Et puis tu pourras vite changer de cap parce que ce que j'adore, c'est les actions, mais j'ai horreur maintenant des plans d'action avec des délais à 1 mois, 2 mois. Parce qu'en fait, tu te rends pas compte. Il faut vite tester les choses. Tu t'en Ouais. focalises sur 2, 3. Si c'est bon, tant mieux, t'engranges le gain tout de suite. Si c'est pas bon, tu changes. Et c'est pas grave. Moi, je me trompe une fois sur 2. Mais c'est pas grave. Et je leur dis, hein. Mais au moins, on a testé. Et c'est pas grave. Et voilà. J'ai l'impression d'entendre tous les entrepreneurs de la Silicon Valley aux États-Unis. Ah bon? C'est exactement ce que les entrepreneurs disent et ce qu'on dit aux Voilà. startups. C'est il y a une expression américaine qui est géniale, c'est fail fast, fail often. Échoue vite et échoue souvent, parce que c'est ça. Plus tu vas faire d'erreurs, en fait, plus tu vas accepter que tu peux tester et faire une erreur rapidement, et plus tu vas passer à autre chose pour trouver la bonne méthode, quoi. Tout à fait. Et si tu fais pas d'erreur, c'est pour moi, c'est que tu vis dans le confort. C'est que t'as pas d'audace. C'est que t'es pas ambitieux. Ouais. Donc tu te remets pas en cause. Il faut que tu fasses des erreurs. C'est-à-dire que tu as fait preuve d'audace. Et c'est vrai que le mot ambitieux, tu arrives en entretien d'embauche, tu dis que tu es ambitieux, une fois sur deux, tu te fais pas engruter parce que tu te dis, ce gars-là, il est pas humble du tout. Mais non, il faut que tu sois ambitieux. Si t'es pas ambitieux pour ton entreprise, pour toi et pour ton, tu seras pas ambitieux pour ton entreprise. Donc fais des erreurs. Faites des erreurs et n'ayez pas peur de faire des erreurs et de les reconnaître. Par contre, dites-le à vos entourages. Oui, on va faire on va faire des erreurs. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est, il faut comprendre de ces erreurs. C'est-à-dire, oui, j'ai mis ça, il s'est passé ça. Et souvent, quand tu mets une action, c'est pas forcément ce que tu avais prévu qui se passe. Ouais. Voilà. Et donc, quand tu visites une entreprise et que tu vois qu'il y a des plans d'action partout, avec des délais astronomiques et surtout qui sont faits à l'informatique, tu te dis, Windows Dressing, il y a un problème dans cette boîte. Il y a de la volonté, mais c'est encore, il n'y a pas encore de maturité. C'est quoi le chantier ligne sur lequel tu bosses en ce moment-là? Alors le chantier sur lequel je bosse, donc c'est plutôt un chantier global, hein, parce que j'ai un périmètre plutôt monde, donc j'interviens plutôt près des directeurs d'usine et des comités de direction. En fait, je travaille beaucoup sur la définition de leurs objectifs et de leur potentiel. Est-ce Tu les coaches en fait? Je les coach en fait. On a déjà un système qui est en place. Par contre, ils sont en pilotage automatique et c'est normal parce qu'ils rentrent dans un cadre. Donc il n'y a pas de souci là-dessus et ils évoluent, ils y vont. Par contre, moi mon intérêt c'est qu'ils comprennent où ils veulent aller, où ils veulent embarquer leurs équipes et surtout jusque où ils peuvent les embarquer. C'est-à-dire que sur un RI, quand on me dit oui, je vais l'augmenter de 2 ou 3%, un quoi, pardon? Un TRS, pardon. T'as dit quoi avant? Un RI, c'est la version anglophone, mais il faut arrêter. Voilà. RI? Donc, RI, ouais. Donc c'est OI même, hein, c'est Overall Equipment Efficiency. Hein. Voilà, donc c'est le taux de rendement synthétique. Celui-là, je le connaissais. Et l'autre, c'est quoi? RI? RI, c'est le requirement. C'est un peu comme le TRG, taux de rendement global. Et donc, moi, ce que je leur définis, c'est vraiment, non, c'est pas 2% que tu vas aller chercher, c'est 30% en fait. Hein. Et je vais te le prouver que tu peux aller chercher 30% et on va le calculer ensemble et tu vas pouvoir motiver tes équipes là-dessus parce que tu as le potentiel d'arriver à 30%. Et ça, je fais le lien avec le sport en fait. Je sais pas quel âge tu as, Arnaud. Moi, j'ai 37 ans. J'ai 31 ans bientôt. 31 ans, donc à 31 ans, normalement, tu devrais avoir un potentiel de courir un marathon en 2h30, quoi. Voilà. Et par contre, si tu appliques les bonnes recettes, tu as une bonne hygiène, tu t'entraînes et autres, tu dois l'atteindre. On a tous le potentiel. Ouais. Et donc, moi, ce que je leur dis, c'est pareil. Identifiez vraiment le potentiel, comprenez-le pourquoi vous pouvez et comment vous pouvez l'atteindre, et maintenant vous y allez. Et soyez ambitieux. Et donc, je joue beaucoup là-dessus, c'est définir des objectifs, savoir où il veut aller, diminuer aussi l'entonnoir en fait, hein. Donc choisir les bons projets et focalise tes ressources, 80% de tes ressources sur 20%, et la loi de Pareto, elle se vérifie partout, sur ces sujets-là. Et tu vas avoir tes résultats. Voilà, ce que j'attribue là-dessus. Et donc, on travaille sur les outils que j'utilise. C'est principalement la cartographie des potentiels que tu as dans ton usine, d'amélioration. Okay. Donc, c'est ce qu'on peut appeler un plan d'amélioration de l'usine.
Ok, avec je définis ma vision, je comprends surtout mes écarts. On parle en écarts, c'est-à-dire que je suis à 100, je veux aller à 130 et mes 30% là, mes 30 points de perte, ils sont constitués de 100 et je vais attaquer ça. Et sur quel domaine je veux aller. Et après, je travaille sur comment je vais y aller, le chemin pour y aller, soit en mode rupturiste, hein, où je vais faire des petits chantiers d'amélioration, ou alors en mode management du quotidien avec des routines quotidiennes terrain pour maîtriser ma variabilité. Et je vais travailler aussi sur l'arbre des KPI, c'est-à-dire c'est quel KPI est lié à l'autre, quel KPI qui me permet d'obtenir le résultat. Voilà, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Génial. Ça me donne envie d'aller sur le terrain, voir, d'aller vivre ces expériences comme ça. Est-ce que tu aurais un petit coup de gueule ou un gros coup de gueule pour l'industrie en France? Alors, je suis pas coup de gueule, moi, je suis pas dans le jugement. Ce que je veux dire, c'est trois choses à toutes les entreprises françaises. C'est déjà, il y a un potentiel fou en France. Il y a des hommes et femmes extraordinaires, des savoir-faire rares, et continuez là-dessus. Continuez et confiance en la France. Vous ne focalisez pas que sur le résultat. Et surtout, c'est la première chose, c'est arrêtons de tout prévoir dans des budgets et autres. Non. Ce qu'on nous a appris avec la crise et autres, c'est faites que votre entreprise est adaptable et flexible. Faites que ça, que ça, que ça, que ça. Ok. Donc c'est bien beau de passer des heures sur des budgets et autres, mais c'est pas ça qui rendra votre entreprise adaptable et flexible. Après, c'est la deuxième des choses, c'est j'en ai vécu beaucoup, c'est ce que je hais, c'est la bureaucratie. On a une capacité en France à tout bureaucratiser. Et même quand ça commence à marcher en ligne, c'est j'aimerais bien le faire dans Power BI ou encore mieux. Non, arrêtez. Si tu sais le faire bien avec un papier et un crayon, fais-le avec un papier et un crayon, ou alors va voir des boîtes qui savent le faire maintenant une fois que tu le maîtrises et qui peuvent te l'automatiser ou qui t'aident à passer moins de temps sur de la bureaucratie. Voilà. Par exemple, faire un pari dynamique, il y a des solutions très bien maintenant pour en faire rapidement. Voilà. Au lieu de se dire, je réimprime mes papiers et autres. Donc, arrêtez de rentrer dans des procédures illisibles de 5 pages, type qualité que je vois bien. C'est faites les modes opératoires avec les gars, mettez les points clés à l'intérieur et arrêtez de travailler pour une norme ISO, je sais pas quoi. Il la faut, mais sortez de cette bureaucratie. Et le troisième, c'est soyez ambitieux, ce que je disais tout à l'heure pour votre boîte et pour votre entreprise. Et faites les erreurs, testez. Et si ça marche pas, c'est pas grave. OK? Et une des choses, c'est le confort. Sortez de votre zone de confort parce que dans le confort, vous prenez les pires décisions possibles. Voilà. Eh ben, ça en fait des conseils, j'aime bien. je me dis de travailler en dehors des budgets. Alors ça, c'est, tu vois, tu l'entends, mais j'imagine une boîte, ça fait 100 ans qu'ils font ça. Bon, est-ce que c'est compliqué de sortir de ça? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse un peu bouclier par rapport à ça pour avoir une équipe qui puisse avoir travaillé dans cette zone de test, en fait. Ouais. Après, le budget, il est vrai à un moment donné. Il te permet de prévoir, dimensionner des capacités, des ressources. Il le faut quand même. Mais quand je vois que tu te donnes comme objectif le budget, non, c'est pas ça. Le budget, il te sert juste à servir tes clients. Il te servira pas à aller te chercher du business. Il te cherchera pas. Il faut que tu sortes de cette zone de confort. Il faut que tu ailles chercher plus loin que ça, quoi. OK? En parlant de budget, quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, faut c'est un directeur d'usine, je parle, un directeur d'usine qui nous écoute, qui se dit, il faut que, voilà, ça c'est pas possible, je suis dans ma zone de confort, comme tu dis, il faut qu'on en sorte, il faut qu'on aille plus loin, c'est important pour la survie de la société. Ouais. Il faut que je me lance dans une démarche d'amélioration continue, dans une démarche lean. Ça serait quoi tes conseils pour lui là? Il est au début quoi, il a rien. Alors, le premier conseil, c'est déjà définir clairement sa problématique, mais son réel problème en fait. Alors ça veut dire quoi définir ton le réel réel problème, c'est quoi? Il a un manque de business. Le manque de business, il est lié à quoi? C'est parce qu'il n'a pas la force des ventes, il a des produits non adaptés, voilà. Mais définir clairement sa problématique, ok? Et sur quoi il va embarquer ces personnes. Okay. Donc, ce premier conseil, c'est choisis, ok? Ton entreprise et tes équipes, elles attendent ça que toi. Sur quoi tu souhaites emmener ton équipe? Sur quoi tu souhaites? Allez. Choisis-en un et tiens. Voilà, choisis-en, tiens-toi-en.
Voilà, c'est tout. C'est ce que je donnerais comme conseil. Euh, le deuxième, c'est quand on est souvent dans des entreprises, soit tu veux qui vont mal, ou soit tu veux te lancer dans une démarche lean. Il faut pas oublier que c'est le manager qui porte l'équipe. Ok, c'est toi qui dois élever les autres. Donc les gens veulent pas faire du lean pour du lean, c'est pas hyper plaisant en fait. Mais c'est qu'est-ce qu'ils vont en tirer eux et qu'est-ce que ça va avoir un impact, par exemple, sur leur employabilité ou sur leur développement personnel et professionnel s'ils font ça en fait. Est-ce que ça leur fait gagner du temps? Est-ce qu'ils vont avoir un meilleur équilibre pro perso? Parce que, comme tu dis, ils seront plus pompiers, donc ils vont passer plus de temps pour faire du sport, ou avec leur famille, ou aller au resto, je ne sais pas. Mais voilà, quel est le facteur de motivation de leurs équipes à faire ça? Voilà. Mm. Et ce que je dirais aussi, c'est te focalise pas sur les indicateurs de résultats, parce que ça c'est hyper anxiogène. Mais voilà, focalise-toi sur tes indicateurs de process qui va te permettre d'avoir les résultats. Voilà, je le répète, voilà. Et ce que je dirais aussi, c'est reste toujours en contact avec le monde universitaire, avec des startups, avec tout ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Reste en contact avec ton environnement, avec d'autres patrons d'entreprise. Va chercher des conseils. Et le dernier que je donnerais, parce que c'est ce que j'ai depuis 17 ans, 20 ans, si t'es pas accompagné, ça marche pas. Ah, N'y j'allais va te poser pas la tout question. seul. N'y Donc va pas tout seul. Non. même toi qui as l'air de bien maîtriser ça depuis plusieurs années, tu continues à te faire accompagner, à faire accompagner tes équipes. Moi, j'accompagne, je me fais accompagner indirectement, mais oui, il faut aller chercher des échanges, des questions, poser des questions à des plus jeunes, à des plus anciens. Oui, il faut tout le temps continuer à se faire. N'y va pas tout seul dans ton entreprise. Et ce qu'on appelle en japonais le sensei. Et maintenant, moi, je sens vraiment l'importance du sensei. J'en ai connu un très bon là où j'étais dans l'entreprise Mm. de luxe là où j'étais juste avant. Et il te dit les choses. Il te pose les bonnes questions. Il fait pas à ta place. Il te remet au bon niveau. Il te dit là ça marche pas. Ouais. Va plus là. Et si tu le fais pas, t'as pas ce regard en fait. Et il n'est pas là pour te juger. Par contre, un bon seizen, c'est quelqu'un qui te dit les choses, qui te fait patienter, qui te laisse le temps de comprendre. Et Et ça peut se qui, trouver chez qui? Ça peut se trouver auprès de qui? ça c'est une très bonne question. Mais je veux dire, c'est des Euh, consultants, c'est en interne, c'est alors une pour personne moi qu'on doit recruter, c'est... ça peut être en interne. Ok. Si tu as déjà des contacts en interne et des gens qui ont déjà réussi ou des gens qui ont la légitimité pour de te parler, parce qu'il faut l'accepter aussi. Hein. Parce qu'un Ouais. sensei, il te remet en place, quoi. Hein. Il te fait des feedbacks et pas que positifs. Ouais. Et c'est ce qui te fait bouger aussi. Après, il peut y avoir des consultants. Après, le consultant, il faut pas le prendre aussi pour te dire. Il y a beaucoup de gens qui embauchent des consultants juste pour dire, il faut avoir du résultat. Ok, dans ce cas-là, il va se baser que sur le résultat et donc il va pas forcément t'éduquer parce que tu vas Mm. l'évaluer dessus au bout de 6 mois, sinon il sort. Donc tu peux y chercher un consultant. Par contre, il faut que l'objectif soit clair, quoi. L'objectif du consultant, c'est un sensei et il va te faire évoluer. Je viens d'avoir une idée de parallèle en t'écoutant. Du coup, tu nous dis, faites-vous accompagner sur l'amélioration continue, ne faites pas ça tout seul, allez chercher des relais, des sensei. Et en fait, ça paraît, tu vois, genre sur la maintenance, par exemple, ou pour réparer une machine qui est cassée dans un milieu industriel, eh ben, on va toujours chercher soit le fournisseur de la machine ou quelqu'un d'extérieur qui est compétent pour réparer cette machine. Et ça nous paraît logique. Et donc, du coup, c'est la même chose, quoi, en fait. Il faut aller chercher des gens qui savent mieux que nous, pas comment faire tourner l'usine, mais comment sortir de sa zone de confort et de ses carrés préconçus. C'est ça que tu dis, en fait. C'est ça que je dis. Allez chercher expertise là où l'est. Vous pouvez pas tout savoir. Et dis-toi que en tant que patron d'usine, ton résultat et comment tu vas évoluer et comment tu vas évoluer ne dépendent pas de toi forcément, mais va dépendre de ton équipe. Donc fais les bons choix et va dépendre aussi des gens avec lesquels tu t'entoures et qui sont extérieurs à ton équipe. Et c'est là qu'on connaît le bon manager, le bon patron d'usine ou autre, c'est qu'il sait bien s'entourer en fait. C'est pas le gars qui est l'expert en forge, c'est pas les gars qui est le meilleur en ligne, c'est des gens qui savent bien s'entourer. Et les bons Ouais. sportifs, ceux qui passent, qui sont champions de l'équipe, en fait, ils sont pas, c'est pas, il y a du talent à la base. Oui, il y a du potentiel, le fameux talent qu'on a en entreprise. Par contre, tu regardes bien, c'est des gens qui sont très bien s'entourer, qui ont les meilleurs coachs ou qui ont le coach qui lui va bien. Parce que le meilleur coach, c'est celui-là qui te va bien en fait. Mm. Voilà, et qui correspond à ce que tu souhaites avoir. Voilà, donc je veux dire, voilà, c'est apprends à t'entourer. Et tu te dis toujours la question, c'est voilà, si le résultat de mon usine ou la pérennité de mon usine, la SLG dépendrait de cette personne-là, est-ce que tu restes avec elle? Est-ce que tu passes un contrat avec elle ou pas? Faut savoir se poser les bonnes questions à des moments.
Génial, top. Eh bien, ça fait beaucoup de conseils. J'espère que tout le monde a bien pris son papier, son stylo là pour tout noter. On arrive à la fin du podcast. Je t'ai posé un milliard de questions et du coup on arrive à la fin. Est-ce que toi tu aurais une question pour moi ou plusieurs peut-être? J'ai une question. Parce que je suis vraiment admiratif des entrepreneurs, je le dis. J'écoute beaucoup de podcasts sur ça, sur ce domaine-là. Parce que j'ai jamais sauté le pas. Donc, je me pose une question, Arnaud, si tu pouvais remonter le temps, tu retrouves le Arnaud qui avait 18 ans. Ok. Quel conseil tu lui donnes? Lâche cette bière. Non, je peux. Sors du pas. Arnaud qui a 18 ans. Alors attends, t'étais très précis. Donc là, 18 ans, j'étais encore au lycée. Parce que tu as fait beaucoup de choix structurants pour toi, ta famille, tes équipes et autres qui sont embarqués dans cette aventure. Donc, quel conseil tu donnerais à cet Arnaud de 18 ans? Je m'étais pas préparé à ça. Je suis content d'avoir fait les erreurs que j'ai faites finalement. Je vais dire un truc qui va peut-être faire crisser des dents. Je pense que c'était une erreur pour moi de faire une école d'ingénieur, mais je suis content de l'avoir fait parce que j'ai découvert vraiment en profondeur l'industrie et c'était extraordinaire de voir travailler dans Airbus, les avions, concevoir et tout, c'était génial. Mais ça m'a aussi montré beaucoup de choses que j'aimais pas. Le Arnaud de 18 ans, je lui dirais peut-être en fait, je lui donnerais le meilleur conseil qu'on m'a donné là. Et je lui dirais, essaye plus tôt. Si j'avais essayé plus tôt, je pense que ça serait mieux. Je lui dirais, ferme ta gueule et écoute. Parce que c'est vrai qu'à 18 ans, et je pense que jusqu'à trop tard, comme j'ai été formé toujours, je suis l'aîné de ma famille, je suis un mâle blanc, j'apprends des choses et je suis pas trop intelligent. Donc je pars du principe que j'ai souvent raison. Et malheureusement, j'ai souvent raison. Et donc du coup, j'écoute peu les autres. J'écoutais peu les autres. Je les écoute un peu plus maintenant. Et quand on écoute peu les autres, c'est exactement ce que tu disais. On passe à côté de l'essentiel, on passe à côté de choses, et des fois, on comprend pas pourquoi ça a pas marché. On se dit, ben non, mais c'est les autres, ils sont nuls. Moi, j'avais tout bien fait. Et donc du coup, je lui dirais ça. Je lui dirais, tu sais, quand ça marche pas, c'est pas parce que les autres ils sont nuls ou c'est pas parce que t'as mal fait les autres, c'est parce que tu les as pas assez écoutés. Donc écoute-les. Alors, je sais pas s'il m'écouterait par contre, mais en tout cas, j'aurais bien envie de lui dire ça. Très bien. Donc, tu vois que ce que j'ai dit tout à l'heure sur apprendre de ses erreurs, il faut savoir faire ces bilans-là. Ouais, c'est important. Ouais, c'est vrai que, mais ouais, c'est pas facile. Mais t'as dit aussi un truc intéressant que j'ai bien aimé et je voulais juste y revenir sur la fin. T'as dit le top 5, il est pas là pour ne parler que du passé. Il faut aussi en parler, faire un état des lieux, j'imagine, mais il est surtout là pour parler de ce qui va arriver. Il est là pour préparer la journée finalement. En fait, le top 5, j'ai une image, c'est comment je mets tout sous contrôle pour partir au golf à 10h. Okay. Le manager qui arrive à mettre sous contrôle lors de son top 5, qui se dit c'est bon, je peux laisser mon usine et partir au golf à 10h. Enfin, c'est une image, parfois au golf à 10h, mais c'est dire que tu es serein dans ta journée et que tu vas pouvoir bosser sur l'amélioration. Et c'est ce que tu m'as dit. Le manager de prod moderne, c'est un manager lean et c'est un mec qui, c'est pas quelque chose en plus. C'est même le responsable lean manufacturing d'une usine ne devrait même pas exister en fait. Bah, c'est le sensei. Après, il devient sensei. Voilà, c'est le sensei. Tout à fait. Il a ce regard. Voilà. Trop bien. Eh ben écoute, c'était génial. Merci beaucoup Guillaume d'avoir participé. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et ravi d'avoir pu échanger sur tous ces conseils avec toi. Et je te dis à une prochaine peut-être. Ben, merci Arnaud, moi ça m'a beaucoup appris et voilà, merci. Super. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Déclic du Lean. Si vous souhaitez échanger avec notre invité, n'hésitez surtout pas. Il va y avoir ses coordonnées en description et vous pouvez le ou la contacter directement sur LinkedIn. Si vous souhaitez participer à un épisode du podcast du Déclic du Lean, eh bien, je vous invite à me contacter soit sur LinkedIn ou à m'écrire directement par email arnaud@declic.fr, declique.fr. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nos boutons et sur ce qu'on fait dans les usines, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet declique.fr, declique.fr ou sur LinkedIn. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le Lean dans les usines.